Je propose qu'on commence. Bonsoir. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire, qui est le premier webinaire organisé par l'Institut géopolitique de l'ESCP, que nous dirigeons avec Vanessa Strauss-Kahn, ici présente. Et donc, nous avons décidé de dédier ce premier webinaire à l'analyse du scrutin des élections allemandes du 23 février dernier, qui étaient des élections anticipées. Et pour décrypter ce scrutin, mais surtout aussi les conséquences à la fois politiques, économiques, pour l'Europe, on parlera aussi bien sûr de la relation transatlantique, de ce qui peut arriver avec Donald Trump et l'Ukraine et l'Europe de la défense, qui sont évidemment des sujets d'actualité très importants. Nous avons trois speakers renommés. En premier lieu, Joachim Bitterlich, qui est professeur affilié à l'ESCP à Paris, à Berlin, qui a été le conseiller européen, mais aussi diplomatique et de politique de sécurité auprès du chancelier Helmut Kohl, notamment à une époque tout à fait cruciale qui a été celle de la réunification de l'Allemagne en 1990. Claire de Mesmer, qui est professeure à la chaire Alfred Grosser de Sciences Po, et également chercheuse associée au centre Marc Bloch de Berlin. Et puis Axel Ruckert, qui est un ancien consultant de McKinsey, mais qui a aussi écrit beaucoup de livres sur la France et la relation franco-allemande, notamment, alors je prends le titre exact, Faire réussir la France que j'aime, et puis le dernier livre, Sauf qui peut, sauf qui sait. Hein, voilà. Donc, on va commencer par un tour de table sur le scrutin du 23 février et les conséquences politiques et économiques. Je donne la parole donc à chacun d'entre vous trois. Ensuite, l'objectif, c'est de pouvoir avoir un échange avec ceux qui suivent ce webinaire en ligne, qui peuvent poser les questions dans le chat, de manière à ce qu'on puisse je dirais les poser durant notre discussion. Si vous pouviez, dans vos questions, indiquer à qui s'adresse votre question, de manière à ce qu'on ne refasse pas un tour de table à chaque fois à trois, ce serait très utile. Voilà, donc je commence par Joachim. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 23 février et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui est en train de se passer, qui sera le nouveau chancelier allemand? Merci. Suite à l'effondrement de l'ancienne coalition, les Allemands ont eu ce vote anticipé, 23 février, dans un régime parlementaire un petit peu changé en comparaison avec les dernières élections. 630 députés ont été élus dans 298 circonscriptions électorales, d'où un certain nombre de problèmes qui sont toujours en suspension dans ce régime allemand qui est un régime purement et durement parlementaire comparé à d'autres. Les résultats n'a pas satisfait la majorité des partis politiques, je dirais, sauf deux qui se trouvent à une aile ou à l'autre du Parlement allemand, c'est-à-dire l'extrême droite et l'extrême gauche. Le résultat, je pense, est connu. Nous sommes restés à un système parlementaire de cinq groupes ou partis. La CDU, les chrétiens démocrates, comme un vainqueur, qui sont restés derrière leur expectation, 28,5%. Deuxième, et ça c'est nouveau, c'est l'extrême droite, l'AfD, Alternative für Deutschland, avec 20,8%. Troisième seulement, et c'est la grande déception, plus bas que la dernière fois au 19e siècle, la SPD, le Parti social-démocrate, avec 16,4%. Ensuite, la chute euh, des écolos allemands, Grüne, Bündnis 90 Grüne, avec 11,6%. Ensuite, la grande surprise, Die Linke, l'ancien parti communiste, si l'on veut, avec 8,77%. La surprise que peu de monde avait vraiment attendu avant. D'où
avec une participation électorale euh, la plus haute depuis la réunification allemande, avec cette fois-ci 82,5%, d'où un vote extrêmement intéressant. Trois grands sujets, pour le faire très bref, l'économie, le sujet migration et le sujet défense. Et si vous faites l'analyse des élections, la plus grande surprise pour moi ont été les jeunes. Les jeunes entre 18 et 24 ans ont voté 25% la gauche, Die Linke, et 21% l'extrême droite. Ce que j'appelle l'âge entre 25 et 45 a voté majoritairement l'extrême droite, autour de 25%. Et si ce que j'appelle ma génération avait le dernier mot, ce qui malheureusement n'est pas le cas, CDU et chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates auraient eu une majorité des deux tiers. Ça, vous voyez les extrêmes de ce résultat électoral. Nous, les partis politiques ont commencé leur pourparlers pour former une coalition avec un résultat, je dirais, anticipé. Ils sont mis d'accord sur euh, des dépenses additionnelles en matière de défense et en matière d'infrastructure par une procédure par encore l'ancien Parlement qui est encore en fonction jusqu'au 24 mars. Mais on peut en parler plus en détail parce que cette décision que CDU et SPD ont pris a fait un certain bruit au-delà des frontières, non seulement en Allemagne, mais aussi au-delà des frontières. Je m'arrête là. Merci Joachim pour cette introduction brève et qui nous permet de laisser de l'espace à la discussion et aux questions. Claire, euh, quelle analyse tu fais de ce scrutin et notamment pour la relation franco-allemande, l'Europe? Alors, ce qui va me faire gagner du temps, c'est que je signe tout ce que Joachim Bitterlich vient de dire. Donc, comme ça, voilà, je gagne déjà 5-6 minutes de temps de parole. C'est un scrutin qui est en effet intéressant avec un très très fort taux de participation, justement, Joachim Bitterlich l'a dit, et où on n'a pratiquement que des perdants. Et les partis traditionnels, et notamment l'Union chrétienne, la CDU et le SPD, paradoxalement, les deux partis qui vont former le gouvernement ont eu des résultats décevants. Pour le SPD, c'est le résultat historiquement le plus bas depuis, en fait, depuis que la République fédérale existe. Et puis pour la CDU, alors la CDU a un résultat qui est plutôt pas mal si on compare par exemple à la... Enfin, il y a beaucoup de partis français qui en rêveraient, 28%, mais en réalité c'est bas. La CDU avait espéré, enfin CDU, CSU avait espéré avoir 30% plus. Donc, on a voilà, des perdants avec, en effet, Die Linke qui est plutôt, elle, plutôt gagnante et surtout l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne. Et là, il y a un point qui me semble important parce que je vois souvent dans les médias, notamment français, mais pas uniquement, on présente cette carte de l'Allemagne avec deux couleurs, hein, le bleu de l'AfD. Je suis désolée pour notre fond d'écran, là, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Mais on voit une carte de l'Allemagne où l'Est est peint en bleu. Donc, vous savez qu'en Allemagne, Peu clair. les partis C'est un politiques. peu clair. Clair. C'est bleu clair, oui, 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 non, mais heureusement, heureusement, oui, oui, oui. Et le reste de l'Allemagne d'une autre couleur. Et ça, c'est une carte, évidemment, elle est juste, hein, mais elle trompe, parce qu'il faut bien voir que l'AfD, ce n'est pas un phénomène, c'est plus un phénomène concentré sur l'Est de l'Allemagne. En effet, c'est là qu'elle est très présente. On a des circonscriptions où l'AfD a eu 60, 70%, 80% des voix, ce qui est énorme, hein, surtout quand on pense à l'histoire de l'Allemagne. Mais on a aussi des lieux, des circonscriptions à l'ouest où elle a eu de très bons résultats, euh, où la situation économique est parfois pas si mauvaise que ça, parfois oui, enfin, voilà, il faut nuancer. En tout cas, euh, Prends les et deux exemples clairs. Il nommera comment? deux exemples en Allemagne de l'Ouest. Les deux exemples, c'est Gelsenkirchen, Ouais. le noyau dur de la région de la Ruhr,
exactement. Ok. Aussi un phénomène, c'est Kaiserslautern. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est des régions. Alors voilà, ça n'a rien à voir avec l'Est de l'Allemagne. Donc, je dis ça parce que très souvent, j'entends en France cette réaction, oui, bon, les Allemands de l'Est, avec leur histoire particulière, non, l'AfD a grignoté du terrain, des parts de marché, du marché électoral aussi à l'Ouest, et c'est un phénomène qui est dynamique. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête quand on parle de l'Allemagne. Alors l'AfD n'est pas au gouvernement, l'AfD n'entrera pas au gouvernement, personne, aucun des autres partis ne veut entrer en coalition avec elle. Il n'empêche qu'elle obtient avec ce bon résultat, c'est le premier parti d'opposition et le deuxième parti en général, elle obtient de nouveaux droits en termes de temps de parole, par exemple, au Bundestag. Bon, on parle de la question des présidences de commission, c'est plus compliqué, mais quand même. Et puis, l'AfD, il ne faut pas l'oublier non plus, fait un travail de mise à l'agenda politique. Et le fait que les questions migratoires aient été aussi présentées, étaient aussi dominantes dans cette campagne, voilà, ça c'est un indice justement pour cette mise à l'agenda de l'AfD. Alors qu'il y a évidemment d'autres sujets dans ce pays, notamment les questions économiques avec la mise à mal du modèle allemand, du modèle économique de l'Allemagne, les questions énergétiques. Les questions environnementales et climatiques ont joué quasiment aucun rôle, alors qu'elles étaient très présentes dans la campagne électorale 4 ans auparavant. Et voilà, les questions migratoires, alors qu'aujourd'hui, on le voit dès maintenant, dans la préparation, dans les fameux Sondierungsgespräch, donc les discussions pour préparer une coalition, on a d'autres sujets qui sont vraiment très présents, à savoir les questions budgétaires, investissement dans les infrastructures et extrêmement important, la question défense et sécurité, et notamment le positionnement vis-à-vis de la Russie et des États-Unis. Et puis je termine sur un troisième point, parce que comme j'ai été socialisée dans une université française, je ne peux penser qu'en trois parties. Donc mon troisième point, c'est que on a présenté, là aussi en France, souvent comme Friedrich Merz comme un peu le révolutionnaire, qui disruptif. Oui et non. Alors il surprend par ses prises de position, mais c'est le contexte qui est révolutionnaire. Je pense que le contexte géopolitique est beaucoup plus révolutionnaire que Friedrich Merz. Il a un profil intéressant dans la mesure où il a une socialisation, lui, transatlantique. C'est un vrai convaincu au départ, euh, Et de la coopération transatlantique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il comprend les États-Unis. Et aujourd'hui, il se positionne sur un engagement pro-européen et notamment on sent qu'il veut aussi travailler en franco-allemand, notamment sur les questions de défense et de sécurité. Il était à Paris. Apparemment, ça s'est très très bien passé dans les consultations qu'il y a eu, notamment avec le président de la République française. Et je termine sur ce dernier point. Aujourd'hui, on le sent très bien dans les discussions entre la CDU-CSU, l'Union chrétienne et le SPD, le Parti social-démocrate. Il y a un sentiment d'urgence. À Berlin, il y a vraiment un sentiment d'urgence. On le sent dans les partis politiques, au gouvernement, avec la volonté d'être plus rapide que les dernières fois. Pour la dernière élection, il a fallu 73 jours pour arriver à s'entendre sur un traité de coalition. C'était court pour l'Allemagne, 73 jours. Aujourd'hui, les partis visent un rythme plus rapide et on parle d'un gouvernement idéalement au moment de Pâques à peu près. Donc, ce sentiment d'urgence, on le sent dans le rythme de travail et on le sent sur les sujets. Et encore une fois, les questions de sécurité et de défense sont extrêmement présentes. Merci. On peut peut-être dire aussi, c'est que ce qui facilite peut-être aussi les choses, c'est que la CDU et le SPD ont une majorité ensemble, ce qui n'était pas forcément acquis quand on regardait les sondages, parce que le FDP, le parti aussi, je crois, Bündnis Sarah Wagenknecht, hein, un des partis de gauche. De gauche extrême en Allemagne, ne sont pas rentrés au Bundestag. Donc, du coup, c'est plus facile de négocier à deux qu'à trois.
Et finalement, voilà, on peut penser que cet accord de coalition sera relativement rapide. Et Et autre chose, ce matin, les deux parties sont mis ensemble pour discuter la préparation du Conseil européen de demain, c'est-à-dire pour coordonner la position de l'actuel et du futur gouvernement allemand. Mais c'est une tradition qu'on a toujours maintenue dans ces transitions après les élections jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. C'est rien de nouveau. On a fait même des révolutions à cet égard par l'envoi du futur chancelier dans des réunions européennes. On l'a fait dans le passé, même si le porte-parole du gouvernement n'a pas pris note de ça, mais ça a existé, on l'a fait. Mais on a aussi envoyé des personnes ensemble, on a tout fait pour faciliter la transition à partir des élections jusqu'à jusqu'à l'arrivée du nouveau gouvernement. C'est une tradition allemande. Alors, en même temps, Monsieur Merz n'est pas venu à Londres accompagner le chancelier Scholz dimanche. Il n'y a pas un masque d'accompagnement, il y a un masque de coordination des positions du futur chancelier et de l'actuel. Ça D'accord. s'est toujours fait comme ça et ça se fait aussi cette fois-ci. Bon, je vois qu'il commence à y avoir des questions dans le chat, donc profitez-en, rassurez-vous. Donc, on va prendre ces questions une fois qu'on aura terminé notre tour de table. Je vais passer la parole donc à Axel Ruckert. Alors, Axel Ruckert apparaît comme US. Il ne représente pas les États-Unis, mais il est aux États-Unis, connecté avec nous donc depuis l'outre-Atlantique, depuis la Floride, pour être plus précis, hein, Axel. Il fait chaud et beau. Voilà, voilà, c'est pour ça Oui, que vous êtes en tout à fait. chemisette. Oui, Bon, oui, donc, tout à fait. euh, Axel, comment est-ce que vous voyez les choses, vous, d'un point de vue notamment économique, même vu d'ailleurs aussi de Washington, les conséquences de cette élection? Eh bien, mon cher Maxime, merci. Je vais utiliser à peu près mon temps parce que j'ai préparé un petit topo. Je vous parle effectivement de Floride où j'ai suivi hier le débat de Trump devant les deux maisons, des deux chambres. C'est des coupures culturelles très importantes, mais ce n'est pas le sujet. La crise économique allemande est, pour moi, si on prend un peu de recul, la troisième que le pays a connue, connaît au cours des 50 dernières années. La première, c'était à la chute du mur en 89. Au moins les anciens Länder, et Joachim est bien placé pour le juger, pour eux, c'était une vraie rupture car Kohl avait décidé de réunir les deux monnaies, marque Est, marque Ouest. Euh, les entreprises de l'Est étaient plus compétitives du tout. On a mis une Treuhand, une organisation spéciale pour récupérer les entreprises. On a euh, mis un impôt spécial pour tout le monde, Solidarität, Zuschlag. Et donc, pour l'Allemagne, les Länder l'Allemagne de l'Est, c'était déjà une première prise et on en sent encore un tout petit peu aujourd'hui parce qu'ils se sont intégrés, mais ils ne sont pas 100% intégrés. Et les résultats des élections qui sont assez différentes entre l'ancien Ouest et l'ancien Est en témoignent. La deuxième fois, entre 2003 et 2005, le chancelier Schröder avait la conviction, et je pense qu'il avait raison, que l'Allemagne n'était plus compétitive, essentiellement au niveau de la main-d'œuvre. Et avec un monsieur qui était devenu très connu, parce qu'il était chez Volkswagen, il a négocié un accord 34 heures, payé 34. Ce monsieur, après, a proposé des lois sur l'amélioration du chômage, de la formation, de la prise en charge, etc., etc. Ça, c'était déjà un peu plus une rupture effective avec ce qu'on avait l'habitude de faire. Pourquoi ça a bien marché? Les médias étaient pour, très important, on va y revenir pour aujourd'hui. Et donc, il a été soutenu, Schröder et les lois Hertz, et Madame Merkel en a profité pendant longtemps. La crise actuelle, parce qu'il faut bien parler d'une crise, nous avons 2 années sans croissance, même avec une légère décroissance, moins 0,3, moins 0,2 pour les 2 dernières années. Nous avons une inquiétude grandissante
et comment l'Allemagne va-t-elle faire avec son modèle allemand qui était essentiellement et qui est essentiellement un modèle qui profite de la mondialisation et du commerce international avec des excédents commerciaux records. Alors il y a des gens qui disent oh, c'est très fragile, c'est de ceci, cela. Jusqu'ici, on n'y pensait pas trop, mais on se rend compte aujourd'hui que ce modèle n'est plus tellement fait pour l'avenir et on y reviendra certainement en faisant un petit pronostic. Les deux premières crises étaient des crises internes et des solutions internes à l'Allemagne. Celle-ci, elle est plutôt externe et interne, car l'Allemagne subit tout d'abord euh, les difficultés avec ses deux principaux partenaires commerciaux. Le premier, c'est les États-Unis, on va y revenir. Le deuxième, c'est la Chine. La Chine avait décroché avec le Covid de façon spectaculaire et l'Allemagne se faisait critiquer de commercier avec la Chine par rapport à la France. Les États-Unis, avec les douanes qui se lèvent, etc. On va revenir vers M. Merz et ses connaissances et ses affinités, mais les deux partenaires sont très fragilisés et les flux commerciaux sont en baisse. L'Allemagne vit très mal une transition énergétique qu'elle a elle-même décidée. Elle est sortie du nucléaire. Suite à Fukushima, Mme Merkel avait peur. Elle avait peur, mais tort, à mon avis. Mais elle y est restée. Donc la dernière centrale a fermé l'année dernière. Entre-temps, on a poussé les énergies nouvelles parce qu'il y a plus de solaire et d'éolien en Allemagne que partout ailleurs. Et on avait le gaz russe. On nous a dit c'est fini, plus de gaz russe, ce qui est vrai. Donc on a décroché du gaz russe en grande partie. Donc aujourd'hui, les prix de l'énergie en Allemagne sont les plus hauts en Europe et freinent l'industrie et sa compétitivité. Ça, c'est difficile, d'autant plus qu'on ne va pas rouvrir, comme on a commencé un peu à le faire, les anciennes du charbon pour polluer tout le monde. On en achète beaucoup à la Pologne, mais ce n'est pas la voie. Donc la transition énergétique de l'Allemagne, aujourd'hui, n'a pas du tout réussi et claire. Quelques branches industrielles sont en difficulté évidente, en commençant par l'automobile, en difficulté avec les normes futures européennes euh, qui demandent d'abandonner les thermiques et de faire de l'électrique, mais les consommateurs ne sont pas très convaincus. Et les concurrents chinois sont très convaincus, vendent des voitures très performantes, peu chères, et même s'il y aura de plus en plus de douanes, eh ben, ils vont faire des usines en Hongrie, en Tchéquie. Donc on aura des voitures chinoises ex-Europe. On ne peut pas penser que Volkswagen, BMW, Mercedes et les autres vont pouvoir résister ni à l'extérieur ni à l'intérieur de l'Allemagne. Et puis, d'autres branches consommatrices fortes en énergie, comme l'acier, comme le verre, comme la pharmacie, ont du mal à rester compétitifs avec les prix énergétiques actuels. Alors, le nouveau gouvernement de M. Merz, quand il sera là, mais il a déjà dit à peu près ce qu'il va faire et comment il va faire, il commence avec quelques mesures classiques. Baisser les impôts. Très américain, M. Trump veut faire la même chose. Les sociodémocrates ont un peu de mal à suivre parce qu'ils pensent que au moins il faut être très social avec ses impôts, mais bon, on verra bien. C'est de toute façon pas révolutionnaire. Mais après, on vient dans le dur. Jusqu'ici, l'Allemagne n'avait pas le droit, sauf pendant le Covid, de présenter des budgets excédentaires au-delà de 0,35%. Là, ça ne va plus marcher, car avec les deux grosses dépenses, comme Claire l'a déjà dit, qu'il va falloir faire, l'une pour le militaire, et on parle aujourd'hui d'une Allemagne qui dépense 5% de son PIB dans le militaire, c'est-à-dire plus que le double d'actuellement, d'un PIB qui aura, je l'espère, encore un peu augmenté. Et deuxièmement, des investissements dans les infrastructures allemandes, infrastructures physiques ou infrastructures plutôt électroniques, où Mme Merkel, qui était une chancelière, m'a souvent demandé qu'est-ce que vous pensez de Mme Merkel.
je dis moyen, bilan moyen, très apprécié à l'intérieur, aussi parfois à l'extérieur. Je me rappelle d'une première page du journal du dimanche où les Français voulaient avoir quelqu'un comme Madame Merkel comme président de la République, mais elle a quand même aussi commis quelques grosses erreurs. La plus grosse, c'est certainement euh, l'atome. Le deuxième, on peut en discuter s'il fallait, il faut. 2 millions d'immigrés, parce que j'y reviendrai, l'économie allemande, beaucoup plus que l'économie française, est dépendante d'une immigration régulière pour maintenir sa workforce. Les gens au travail, sauf s'ils décident, ce que je ne pense pas, parce qu'ils travaillent déjà plus que les Français, de continuer à travailler encore beaucoup plus, parce que ça, bien sûr, c'est une alternative pour continuer. Donc, entre les fonds spéciaux, euh, l'endettement va être libéré. Aujourd'hui, l'Allemagne, à peu près 60% du PIB, la France en a 115%. Il y a des marges de manœuvre très importantes. Il faut changer la Constitution, plus de 0,35. Il faut peut-être que Bruxelles ne revienne pas aux 3% qui étaient en marche et qui aujourd'hui semblent effectivement un peu dépassés. Monsieur Macron en est très convaincu, il le dit à tout le monde, mais ils ont des mentalités différentes sur la question. Et nous voilà partis pour des gros investissements. Dans un premier temps, M. Scholz a eu un gros problème avec ça, dans des fonds spéciaux. On va donc créer 2 fonds spéciaux qui ne comptent pas dans les dettes et dans le déficit et qui sont destinés aux militaires et à l'infrastructure. Mais il est possible, nous avons comme en France une cour constitutionnelle à Karlsruhe très exigeante et qui est très libre, elle peut dire oh non, 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 ça ne va pas, il faut les inclure. Donc à ce moment-là, je ne sais pas, M. Scholz a dû faire marche arrière. Je ne sais pas si M. Merz devra faire marche arrière, mais il risque de se frotter à ça. Il risque de se frotter aussi avec les sociodémocrates, mais pour l'instant, puisque M. Scholz a plus ou moins disparu de la circulation, il y a quand même un monsieur derrière qui s'appelle Pistorius et qui est plus populaire que M. Scholz et qui s'entend très bien avec son homologue français aux armées. Donc là, il y a pour le franco-allemand, je pense, un tandem qui ira peut-être un peu plus loin, parce que nous sommes loin de Kohl, Mitterrand et de Schmitt-Giscard avec Merkel et Hollande, ou Merkel Sarko, ou Merkel Macron, c'était pas tout à fait le pied. Donc on va voir. Les premiers contacts ont l'air d'être assez bien entre Merz et Macron, mais c'est à voir. Je conclurai avec 2 questions, mais 2 affirmations qui me paraissent fondamentales. La première, est-ce que M. Merz sera à la hauteur? L'Allemagne a bénéficié dans le passé de chanceliers au moins presque tous, qui, quand il fallait être à la hauteur, alors M. Kohl a toujours dit qu'il avait tout prévu, il n'a rien prévu du tout, mais quand c'est arrivé, il était à la hauteur. Et il a pu gérer la situation. Est-ce que M. Merz, qui est un banquier, qui a une expérience politique plutôt douloureuse, un peu frustrante, parce que 2 ou 3 fois, d'autres ont été préférés à lui. Sa popularité, parce qu'il est assez riche, il est banquier, est moyenne dans le peuple. Ce n'est pas Modi Merkel qui applaudit la victoire des Allemands au foot. Lui, c'est différent. Mais c'est un monsieur qui comprend l'économie, qui comprend les États-Unis et qui, s'il a le courage, et la possibilité, parce que l'histoire dira s'il a été à la hauteur ou pas, il faut qu'il soit à la hauteur. Le deuxième, est-ce que les Allemands vont revenir à l'Europe? Parce que je considère aujourd'hui qu'ils sont quasiment absents. Ils sont physiquement absents parce qu'on est en transition et à chaque fois que Trump dit quelque chose, il est répondu par l'Angleterre, on lui répond par l'Angleterre et par la France. Donc il est grand temps que l'Allemagne revienne en Europe et le franco-allemand, on disait, c'est pas suffisant, mais c'est indispensable pour faire quelque chose ensemble, pour faire suivre les autres. Est-ce que M. Merz sera non seulement américain, mais aussi européen? La deuxième question, que des Allemands? Par le passé, j'ai beaucoup écrit là-dessus, ils étaient réputés
pragmatique, pas idéologique, capable de se redresser dans un quart de tour. Aujourd'hui, hmm, les jeunes, comme en France, ils veulent la qualité de la vie, ils votent, comme Joachim l'a rappelé, plutôt à l'extrême. Est-ce qu'ils vont suivre dans tout ça, d'autant plus qu'il y a l'AfD, qui va pas tarder un jour à rappeler que tout ça, ça vaut rien tant qu'elle n'est pas au gouvernement. Aujourd'hui, aucune chance. On m'a dit la victoire de l'AfD, il n'y a pas de victoire de l'AfD, il y a un progrès de l'AfD. Mais la victoire, pour l'instant, c'est le centre, c'est les partis existants. Donc, est-ce que les Allemands vont se laisser faire, rester positifs et pas avoir peur, comme souvent les Français, et se redresser et soutenir M. Merz parce qu'il aura besoin d'être soutenu dans cette crise qui est quand même pas facile. Merci beaucoup. Beaucoup de Merci sujets. beaucoup à tous les trois hein, pour pour vos premières analyses. Alors, on va peut-être essayer d'approfondir quelques sujets en particulier que vous avez déjà tous les trois commencé un peu à aborder. Peut-être en prenant une question du chat. Donc pour le moment, on en a une. Donc n'hésitez pas dans le chat à formuler d'autres questions qu'on puisse poser à nos invités. Donc la question, c'est comment l'extrême droite parvient-elle à concilier le fort déclin démographique et le vieillissement de la population allemande avec sa politique migratoire extrêmement restrictive? Comment est-il possible de dissimuler cette incohérence? Donc comment est-ce que l'AfD arrive à formuler. Alors, c'est pour toi, Joachim, donc je pose la question en premier, mais sinon, Je Claire et regrette, Axel avaient déjà commencé un peu à aborder ces questions aussi. je ne peux pas parler pour l'AfD, hein, parce qu'elle suggère certaines lignes politiques que je trouve, incongruentes, qui sont contradictoires et qui, à mon avis, n'ont aucun sens, ne font aucun sens finalement. Et moi, j'avoue, comme j'ai traité la politique migratoire pour le chancelier Kohl pendant 8 ans quand même, et c'était à l'époque pas le ministère de l'Intérieur, mais c'était la chancellerie qui a traité. Et l'objectif a été toujours contrôler l'immigration dans un sens positif parce que nous avons besoin, vu notre natalité, nous avons besoin d'une certaine immigration. Or, le modèle pour les Allemands sont devenus les Turcs, hein, qui sont, je dirais, en grande partie une histoire à succès, hein. Moi, j'ai eu le débat encore le samedi de l'élection allemande avec un chauffeur de taxi turc naturalisé à Berlin qui m'a dit ouvertement qu'il votera AfD. Moi, j'étais un peu choqué. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, écoutez, nous, les Turcs, nous avons fait l'effort de nous intégrer en Allemagne. Or, ces Syriens et autres ne vont jamais s'intégrer. Ce que vous avez besoin sont d'autres gens qui veulent s'intégrer vraiment en Allemagne. À partir de là, une politique d'immigration marche. Et je pense que ce sera une politique d'immigration beaucoup plus que j'appelle mesurée que cette grande coalition entre CDU et SPD va suivre. Or, ce qui existe à l'échelle européenne jusqu'à maintenant, et là c'est la faiblesse, même ce pacte qui a été conclu récemment ne suffit pas pour regagner ce que j'appelle le contrôle de la migration et la confiance des populations. Là, il faudra voir certaines choses en détail. Claire, je crois que tu as beaucoup travaillé sur ces sujets aussi. Donc, comment tu vois les choses, puisque tu as un pied en France, tu as un pied en Allemagne, ce débat sur sur la migration, justement, entre la France et l'Allemagne, et dans le débat politique allemand. Oui, il y a un vrai paradoxe qui est en effet très clair dans la question qui a été posée dans le chat, à savoir une Allemagne qui a besoin de main-d'œuvre, hein, qui a besoin pour son économie absolument de main-d'œuvre étrangère. La transition démographique, enfin, c'est une jolie expression pour parler d'un fort vieillissement,
fait que l'Allemagne n'a pas le choix pour continuer à regarder vers l'avenir, pour continuer à avoir une vraie compétitivité, pour s'en sortir sur le plan économique, donc aussi sur le plan social, voilà, a besoin des étrangers. Et en même temps, Non, on a c'est un... intéressant parce que l'Allemagne, le PIB de l'Allemagne dans les classements a dépassé maintenant le PIB du Japon. Et probablement que c'est dû au fait que bah, l'Allemagne a fait de l'immigration alors que le Japon se refuse à en faire et du coup subit une espèce de déclin lié à une très mauvaise démographie. L'Allemagne, oui, alors on arrive à parler des Syriens et de la concurrence, les Turcs arrivés il y a plusieurs décennies et des Syriens arrivés il y a pas très très longtemps. Bon, c'est un phénomène classique, hein, vous savez, qu'on voit dans de nombreuses sociétés. On ferme la porte derrière soi en pensant que voilà, Mhm. nous, maintenant on y est, on est bien intégré, les prochains le seront pas. On l'a vécu en France dans les années 50-60 avec les vagues enfin avec les Italiens, les Espagnols et ensuite immigrés venant d'Afrique du Nord. Enfin bon, sans aller trop loin dans ces considérations-là, c'est un phénomène très, très classique. Les Syriens, alors, on a une bonne partie aussi des Syriens arrivés il y a quelques années qui sont intégrés sur le marché du travail. Euh, Pas tous. On a 115 000, 115 000, Claire. 115 sur les 800 000 sont intégrés entièrement dans le marché du travail allemand. ouais, mais on a aussi on a des médecins, on a des ingénieurs dont l'Allemagne a 115 besoin. 000. Donc ça, il ne faut pas le négliger non plus. Et moi, ce que je trouve dans cette discussion aussi problématique, alors deux choses. La première, c'est quand on regarde une partie de l'électorat de l'AfD est aussi implantée dans les PME. Vous savez, les PME allemandes qui font le succès de l'économie allemande. On a une partie de l'électorat AfD qui se trouve dans les PME de l'Allemagne. Et là, c'est là qu'on voit ce paradoxe-là. Pourquoi? Parce que c'est un vote qui est aussi émotionnel. On n'est pas dans cette logique-là. Quelles sont les conséquences? Comme là, on est en train de les discuter. Et puis, la deuxième chose, c'est l'impact que ça a aussi pour attirer de la main-d'œuvre étrangère. C'est assez facile de dire l'immigration choisie, on va pas prendre tout le monde, on va contrôler, on va faire attention au profil, mais l'Allemagne doit aussi être attractive. On a aussi une concurrence pour attirer les meilleurs sur le marché international, ne serait-ce qu'au niveau européen. Donc, l'image d'une Allemagne accueillante, c'est aussi un facteur qui est intéressant pour attirer les immigrés utiles dont l'économie allemande a besoin et qu'elle aimerait attirer. Donc, trier de façon comme ça théorique, oui, mais l'ambiance qu'on a aujourd'hui, l'ambiance, oui, avec une extrême droite qui a fait sa place dans la société, c'est aussi dissuasif pour faire venir également des immigrés du travail, dont, encore une fois, l'Allemagne a vraiment besoin. Et on a, pardonnez-moi, Claire, on a actuellement ce que j'appelle un certain chiffre qui trompe. C'est le nombre et l'intégration des réfugiés ukrainiens en Allemagne. L'Allemagne non seulement scolarise 300 000 enfants ukrainiens aujourd'hui, mais de l'autre côté, il y a beaucoup d'Ukrainiens, du moins à l'heure actuelle, hein, qui se sentent bien en Allemagne et qui veulent rester. Ils ont pris en partie la place, ce que j'appelle des Polonais et autres. Et c'est un phénomène à observer, à garder en tête pour le futur, hein, parce que c'est un chiffre pour moi qui trompe pour le moment. Ouais. Et on a aussi dans des parties de l'Allemagne un discours anti-ukrainien qui est aussi marqué. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est relativement nouveau. Donc au moment où la guerre a commencé, là, il y avait cet accueil de la population allemande, nos frères ou nos cousins ukrainiens. Là, l'ambiance a aussi changé dans certaines parties de l'Allemagne, en tout cas. Je rajouterai une petite anecdote sur l'immigration. J'ai été patron d'une boîte ou d'une filiale de Bertrand Faure, Rentrop Hopat-Wagen, je m'excuse pour le nom assez long, RHW, à côté d'Hanovre, qui faisait des sièges automobiles. À un moment où Schröder était ministre-président de la Basse-Saxe, il venait souvent nous voir. 800 ouvriers,
790 Turcs soudeurs, parce que c'est là qu'on faisait la carcasse métallique, parfaitement intégrée. Je leur parlais parce que j'aimais bien faire des réunions avec l'ensemble du personnel et leur dire un peu où on en était et pourquoi et comment. Donc là, parfaitement intégré. Et je dirais qu'aujourd'hui, ces immigrés intégrés sont les pires ennemis de ceux qui veulent arriver ou qui arrivent. Parce qu'ils disent, oh là 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 là, nous on a bien fait notre place, on s'est battu, on est intégré, surtout nous amenez pas. Bon, alors sur les 600 000 ou 800 000 Syriens, un peu pareil, parce qu'on a déjà Syriens, ça pose un autre problème, et ça sera plus le problème de M. Merz que de l'AfD pour le résoudre. M. Merz sera obligé, sauf, il y a une alternative, on bosse beaucoup plus où l'intelligence artificielle entraîne des progrès de productivité tels, c'est possible, qu'on peut faire beaucoup plus avec beaucoup moins de gens. Mais sinon, l'Allemagne a un problème démographique qui est très important, beaucoup plus important que la France, où on commence aussi à dire, oh, la natalité baisse et puis ça va nous apporter un problème. Mais l'Allemagne a un vrai problème. Et M. Merz s'est déjà pris une première fois les pieds dans le tapis, il y a 15 jours. Parce que ce qui était interdit dans son parti, à tel point que celle qui devait faire la nouvelle chancelière, Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK pour les copains, ministre-président de la Sarre, qui n'avait pas empêché que certains de ses délégués dans une élection régionale en Thuringe mêlaient leur voix à ceux de l'extrême droite pour empêcher un communiste, très bon ministre-président, à repasser. On lui a dit, vous n'avez aucune autorité, ce n'est pas bon pour vous d'être notre candidat à la chancellerie. Merz, qui a fait voter juste une déclaration, ce n'est même pas une loi. L'AfD s'est joint à lui. Il a certainement, je suis assez certain, pas pensé que ça allait se passer comme ça. Pour la première fois, la ligne rouge a été totalement traversée. Ça lui a d'ailleurs coûté, à mon avis, 1,5%, parce que s'il est à 28,5, pas à 30, je pense que c'est un peu ça. Et si Scholz a gagné encore au moins un point à 16 et des poussières et pas à 15, c'est parce que Mme Merkel elle-même a dit c'est inadmissible ce que fait M. Merz. Donc, on verra après la suite, parce que tout bon. Mais c'est lui qui aura géré. Les partis de gauche et surtout les écolos sont beaucoup plus pro-immigration et plus faciles. Mais lui, il a toujours annoncé. Alors, je ferai une dernière remarque. Tant que les médias associent immigration à crime, c'est-à-dire tous les voitures qui, malheureusement, ou les armes à poing, ou etc., qui appartiennent à quelqu'un qui est ici de l'immigration, le climat de la dangerosité et du besoin de sécurité et les freins sur l'immigration seront très vifs. Autre anecdote, j'ai fait des études à Cologne, un carnaval, excusez-moi. Euh, Pendant le carnaval, il est aujourd'hui et hier, je ne sais pas quoi, tout le monde fait carnaval. Et tout le monde se fait la bise et plus. Quand un 31 décembre, quelques immigrés devant la gare de Cologne se comportent de façon un peu offensive avec des femmes, c'est un scandale national, c'est etc. Mais c'est parce que les médias en font ça, en grande partie. L'Allemagne est un pays, et donc, plus les médias et les réseaux sociaux dramatisent le crime, les dangers, le non-contrôle des individus, etc., plus pour M. Merz, qui en a bigrement besoin pour la stabilité économique, sera réticent à faire venir des gens. Donc très compliqué à gérer. Il y a une certaine, d'ailleurs, parallèle hein, entre les, ou en tout cas, enfin, un parallèle plus qu'une symétrie, mais entre la situation en France et la situation en Allemagne sur ces questions. Claire?
Ouais, juste une phrase pour dire que c'est pas uniquement les médias. Alors les médias, oui, bien sûr, Les réseaux sociaux, les là. réseaux sociaux aussi, mais aussi certains responsables politiques Oui, et pas uniquement à l'AfD. Et ça, c'est aussi la responsabilité des responsables politiques, des grands partis ou des plus petits partis, de faire la différence. Et moi, je trouve que dans le discours public allemand, depuis quelques années, justement, il y a une criminalisation de l'immigration ou des immigrés. Je pense, par exemple, Olaf Scholz. Olaf Scholz, social-démocrate, hein, donc voilà, centre-gauche, hein, qui parlait de expulser comment on traduit ça en français, abschieben im großen Stil. Voilà, expulser en grande masse. Ça, c'est quand même, ça a été retenu, bien sûr, ça a été repris dans les médias. Mais on a ce discours-là, ce discours anxiogène qui est aussi au niveau politique. Et tout ça, ça crée un cercle vicieux dont qu'il est assez difficile, ou en tout cas, il faut du courage politique pour le briser. d'autant Bon, je plus, vous propose de malheureusement, les statistiques en Ouais. France, parce qu'on parle de la même chose, vous prouvent que parmi les gens qui sont en garde à vue, qui sont en prison, il y a une proportion nettement supérieure, etc., etc. Et donc, là, on a le même problème en Allemagne qu'en France. Bon, je vous propose de passer à un autre sujet parce qu'il y a beaucoup de questions dans le chat et notamment sur les sujets économiques. Comment est-ce que l'Allemagne va faire évoluer son modèle économique après les élections avec la nouvelle coalition? Quel est l'avenir du Mittelstand? Quels sont les secteurs sur lesquels l'Allemagne va devoir éventuellement se repositionner? On a dit qu'elle était en crise avec la Chine, il y a les tensions commerciales avec les États-Unis. Est-ce qu'elle ne doit pas se convertir vers un modèle qui soit un peu plus auto-centré, un peu plus endogène? Avec peut-être une autre répartition aussi des salaires. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce débat sur la politique économique allemande? Joachim, tu veux commencer là? Je peux introduire. Axel, tu continueras. Avec plaisir. Pour moi, il y a deux grands sujets pour l'économie allemande. Un, c'est le coût de l'énergie, et d'ailleurs là, je suis en petit désaccord avec Axel, parce qu'on oublie facilement qui a introduit cet adieu du nucléaire, c'est Tritine. Le Tritine a introduit cela avec l'accord de Schröder en 99. Hmm, ça fait quand même un bail. Et Merkel l'a finalement confirmé sous l'impression de Fukushima. Mais en réalité, Merkel a toujours dit que le nucléaire n'a pas de majorité en Allemagne, pour une autre raison, pas du tout à cause du nucléaire civil. Ce qui se cache derrière cela, c'est la peur du peuple allemand devant le nucléaire militaire. Parce que si vous regardez en arrière la guerre froide, toute guerre aurait eu lieu sur le sol allemand. Le sol allemand aurait trouvé le centre de toute guerre Est-Ouest, hein, avec l'utilisation de l'arme nucléaire. D'où cette peur derrière de l'allemand vis-à-vis du nucléaire. Je pense qu'il fallait le maintenir, le nucléaire, surtout les dernières centrales nucléaires, ou bien développer du moins une coopération, je dirais, entre Européens, en particulier avec la France. Ça, il y a, à mon avis, il y a de la marge là, peut-être, à partir du moment où les écolos sont plus membres du gouvernement, là, à chercher, à mon avis, on trouvera. Mais en tout cas, il faut baisser les prix de l'énergie. C'est une des raisons principales de la fuite d'un certain Mittelstand de l'Allemagne. Préfèrent investir aux États-Unis ou ailleurs qu'en Allemagne. Et l'autre grand sujet, ce que j'appelle, c'est la débureaucratisation de l'Allemagne. Je cite toujours un industriel du Baden-Württemberg qui m'a dit, écoutez, aux États-Unis, avec le IIA, avec l'Inflation Reduction Act, je dépose ma demande et après 3 mois, j'ai tout dans la poche, je peux lancer l'entreprise comme j'ai envie sur place. Il dit, en Allemagne, un, j'ai un problème énergétique, deux,
j'ai un problème bureaucratique et minimum 1 an, sinon 2 ans, pour avoir les permis nécessaires pour construire une usine, etc. Et du coup, où les Allemands doivent vraiment commencer, et ça, je sais que c'est le plus dur contre toute administration, c'est débureaucratiser, simplifier l'approche pour l'économie. Et pour moi, c'est au fond le plus grand défi Mhm. pour tout gouvernement allemand. Je m'arrête là. Axel? Je pense que Joachim a raison. Euh, je suis optimiste pour le retour de l'Allemagne au nucléaire Mhm. civil. Pour les petites centrales préconisées par M. Macron, euh, je- j'ai suivi un peu, malheureusement, la patronne de EDF en son temps a renvoyé Siemens dans les 16 mètres, parce que sinon, on aurait eu probablement une collaboration, et du coup, Siemens a fait russe, etc. Donc, mais en France, il y a beaucoup de gens issus d'un petit cercle parisien élitiste qui sont assez loin du terrain. Et donc, je pense que là, l'Allemagne va retourner vers. La deuxième façon, c'est utiliser l'Europe. Parce que si on n'arrive pas avec, Madame von der Leyen se trouvait allemande, à relancer un certain nombre de choses au niveau européen pour tout le monde, mais avec qui va payer pour beaucoup l'Allemagne, parce qu'elle a toujours payé. Je me rappelle, pour une autre parenthèse, quand on n'a pas voulu soutenir la Grèce, euh, euh, Monsieur Schmitt, ancien chancelier, a dit, mais comment peut-on réfléchir une seconde en Allemagne avec son passé et son futur s'il faut, bien sûr, il faut soutenir la Grèce. Et bien sûr, il faut faire du financement en commun, etc. Donc, l'Allemagne doit, à Bruxelles, avec les autres, avec la France, en associant un peu plus l'Angleterre, revenir parce que c'est eux les gros militaires financiers, à financer, lancer, j'ose pas dire une armée européenne, mais une industrie d'armement plus européenne, parce qu'aujourd'hui tout le monde achète, sauf les Français, achète américain. Hier, la bourse a bondi sur toutes les sociétés allemandes qui sont dans l'armement, de 10-15%. Donc là, il y a des choses à faire. Aussi à Bondy, j'ai entendu. Donc, euh, via l'Europe, utilisons l'Europe, parce que ce voile pudique du passé, à juste titre, et la crainte du nucléaire militaire, parce que réarmer l'Allemagne ne plaira pas à tout le monde, surtout en Pologne, hein. Donc, euh, il faut que ça se fasse avec et à travers l'Europe. Et là, c'est possible parce que c'est le moment. Euh, donc, M. Merz, s'il ne se laisse pas trop séduire par M. Trump, qui de toute façon est un unguided missile, donc vous ne savez jamais où il part, où il va, il vaut mieux jouer l'Europe à fond, y compris pour l'industrie. Alors justement, ça c'est une très bonne transition avec un autre sujet qui est abordé Merci. dans les discussions du chat, qui est la question de la défense. C'est-à-dire les programmes qui ont été lancés sur l'avion du combat du futur, sur le char de combat du futur. Euh, comment est-ce que vous voyez sur ces investissements militaires? Il y a le plan que vient de proposer Madame von der Leyen de créer des emprunts communs. Apparemment, il y a beaucoup d'ouverture sur ces sujets de la part du chancelier Merz. Comment est-ce que vous voyez les perspectives sur l'industrie de défense, la défense, mais peut-être aussi plus largement sur l'Europe de la défense? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment ça peut évoluer? Est-ce qu'il va y avoir l'opportunité pour une relance du moteur franco-allemand, une relance de l'Europe, notamment par rapport à la crise sur l'Ukraine? Il y a aussi la question sur les troupes qui pourraient éventuellement être déployés en Ukraine. Est-ce que l'Allemagne serait prête à y aller? Voilà, donc c'est un gros paquet de sujets autour de cette question de la défense. Je ne sais pas qui veut commencer. J'enchaîne un peu, et après je passe. Le premier qui donne l'exemple, c'est la Pologne.
elle va avec ce qu'elle achète aujourd'hui. Alors c'est un peu hétéroclite parce qu'elle achète du coréen, là où on peut en trouver, hein, de l'américain, du français, etc. Mais la Pologne est déjà pas loin des 5% du PIB investi. Et dans 3 ans, 4 ans, si ça continue comme ça, c'est la Pologne, ça se comprend, elle est juste à côté, et qui aura la première armée européenne. Les autres ont du retard. Les Français beaucoup moins que les Allemands. Et ils ont en plus l'atome. Nous commençons à avoir un débat sur la mutualisation. Alors, il faut qu'il y ait deux mutualisations. Celui du siège permanent aux Nations Unies, qui est un sujet aussi Ça, c'est pas intéressant. prévu, hein. Le traité Non, 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 d'Aix-la-Chapelle prévoit que mais si on l'Allemagne veut aura son vraiment siège. faire du franco-allemand, il faut faire out of the box, mon cher ami. Il ne faut pas faire un peu plus de l'Office franco-allemand de la jeunesse, de jumelage. Il faut vraiment faire des trucs qui marquent. Et si demain, M. Macron, qui n'a rien prouvé, parce que de toute façon c'est derrière lui, et l'histoire jugera, veut finir, ce que j'avais espéré, sur 2 ou 3 mesures fondamentales, mais il peut dire, écoutez, le siège de la France, ne demande pas à UK, aux Nations Unies, je le propose à l'Europe. Bon. Et en même temps, Il a déjà commencé à dire quelque chose sur la dissuasion, hein, sur oui, non, mais le... voilà. C'est Alors, déjà le pas mal. deuxième, c'est la dissuasion. Euh, Mhm. bon, ça se résume à une question, qui appuie sur le bouton, hein. Ah oui, ça c'est compliqué de Le partager. reste, sur le reste, c'est un peu bon. Alors, c'est la majorité simple ou la majorité Oui, qualifiée? c'est C'est difficile celui après qui de connaît le décider code au ou bout de celui qui est 2 heures de parti. Bon, délibération à Bruxelles oui. de savoir Mais, si on appuie ou non mais sur le c'est clair, bouton. autant je verrai. euh, alors, petite anecdote, je connais un général qui était patron de l'Eurocorps à Kehl, ou à côté, là. Euh, C'était très bien pour les faire défiler le 14 juillet sur les Champs-Élysées, mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont vraiment fait, parce que ce n'était pas dans l'air du temps, l'armée européenne. Donc, soit on trouve un moyen, un compromis entre l'autonomie nationale et les peuples, mais un pacte qui fait qu'on a quand même une force de frappe européenne significative, avec l'industrie, avec un peu plus de soldats, peut-être un service un peu plus attrayant, parce que qui dit combattre, comme en Suisse, hein, dit il faut avoir un fusil dans le placard et savoir au moins comment le tenir, hein. Bon. Donc, il y a beaucoup de sujets là-dedans. On vient de loin. On était très loin quand il y a eu le Covid. On s'est rabiboché. On est venu on était cliniquement mort avant l'Ukraine, et on s'est un peu rabiboché quand même. Je pense que là, il faut qu'on se rabiboche encore beaucoup plus, et sous la contrainte, certes, mais je pense qu'il y a peut-être un espoir que l'armement sera plus français. Alors, ma femme me dit toujours, il faut qu'on achète français. Il n'y a rien à acheter chez Dassault. Il est plein pendant 5 ans. Donc, euh, les Américains, au moins, non seulement ils ont les pièces détachées et les pilotes entraînés, mais ils ont du matériel. Donc, il faut que l'industrie progresse. Ça sera dans le bon sens. Et je pense que dans 5 ans, on aura peut-être une industrie de défense militaire plus européenne. Joachim? J'espère que ça aura lieu de manière plus rapide, Axel. Avec plaisir. Je commence avec une parenthèse. Je dois rire un petit peu ou sourire lorsque j'entends la question du siège permanent au Conseil de sécurité. C'est un sujet qu'on a discuté, nous, dans les années 90, avec Paris pendant la période mitterrandienne, où on était sur la piste que la France défende aussi les points de vue allemands au sein de ce Conseil de sécurité. Paris ne voulait jamais aller aussi loin de parler au nom de l'Europe. Mais parler aussi au nom de l'Allemagne, oui. Parce qu'à l'époque, les affaires étrangères allemandes avaient fait une campagne totalement que j'ai accompagnée sans aucune illusion. D'ailleurs, le chancelier était plus dur encore que moi. Et qui n'aurait jamais pu avoir un succès. C'était le rêve des Allemands devenir membre permanent du Conseil de sécurité. Un rêve, je dirais, une illusion. Mais ça, un sujet à voir. Moi, je pense, Madame von der Leyen
ce qu'elle propose maintenant avec ses possibilités de nouvelles lignes de crédit suite à un changement de notre pacte de stabilité en mettant de côté la défense. C'est surtout un cadeau à la France, pour moi, parce que la France, à ce moment-là, obtient les marges nécessaires pour pouvoir dépenser plus dans ce domaine, mais aussi dans le domaine économique. L'Allemagne n'a pas tellement besoin de ça, mais les Allemands le font de manière différente, avec leur, je dirais, pacte de stabilité interne qu'ils ont. On verra. Mais ce qu'il faut pour moi, à cet égard, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut un certain temps, oui. Ce qu'on a besoin d'abord du moins pour un pilier européen au sein de l'Alliance, au sein de l'OTAN, et pour un pilier autonome en même temps, ce qu'on a besoin, c'est un état des lieux. Et un état des lieux entre nous, entre les 27. Et je suis choqué, assez choqué, par le manque de connaissance de nos industries de défense. Nous avons au moins 6 à 7 États membres qui ont une industrie de défense fonctionnante, hein, et qui pourraient former un noyau dur européen qui avance en matière de défense. Pour moi, ça n'a pas de sens d'essayer à 27. Attention à la Commission européenne qui essaye toujours d'élargir ses compétences. Soyons pragmatiques et efficaces. C'est-à-dire, regardons ce qui existe sur le marché. Je vous donne un simple exemple. Les chefs d'état-major d'un des grands pays du nord de l'Europe, qui sont aujourd'hui beaucoup plus avancés que nous au centre de l'Europe en matière militaire, je parle des Finlandais et des Suédois, même les Norvégiens ou les Danois ont changé, m'a dit, dites-moi, est-ce que vous êtes au courant, vous, en France ou en Allemagne, que nous avons introduit un véhicule blindé, nous, les quatre nordiques? C'est le même véhicule qu'on va introduire pour nos forces terrestres. Est-ce que vous ne voulez pas prendre note en France ou en Allemagne qu'on arrive, nous, à produire d'excellents véhicules à cet égard, qui ont fait leurs preuves? Est-ce que vous ne voulez pas les acheter? Vous cherchez toujours, vous êtes resté dans vos égoïsmes nationaux, français et allemands. Pourquoi vous ne ouvrez pas face aux autres Européens? Par exemple, il faut prendre note vraiment de ce que nous pouvons faire en Europe et à partir de là, introduire en même temps les règles de l'OTAN. C'est tout achat se passe entre gouvernements, sans appel d'offres et deuxièmement hors TVA. Simple règle. Moi, j'attends toujours Madame von der Leyen qu'elle fasse le même geste. Même Thierry Breton, il semble avoir oublié ce petit coin de la médaille qui, par exemple, a facilité l'achat pour les Allemands du F-35 chez les Américains. Ils ont mis exactement 3 mois pour faire cette affaire. D'ailleurs, le produit existe sur le marché. Et, état des lieux et ensuite construire pas par pas les unités, les domaines que nous avons besoin. Il y a un certain nombre d'unités communes, c'est pas mal. Par exemple, qui est au courant à Paris que pratiquement toutes les forces de terre des Pays-Bas sont intégrées dans un corps d'armée allemand? Personne n'est au courant. Mais c'est un modèle, c'est un exemple. On a eu un corps d'abord franco-allemand et ensuite européen. Bien, utilisons-le. euh, Commençons à bâtir progressivement. Lorsque je vois les objectifs que les Européens ont signés jusqu'à présent, s'il vous plaît, n'essayons pas à 27, essayons entre 6, 7, 8, et les autres vont suivre. Parce que jusqu'à présent, on parle courageusement d'un battle de 6 000 soldats. S'il vous plaît, oublions. On a besoin de plus. Et on a besoin de beaucoup plus aller ensemble. Et intégrer à cet égard aussi les Polonais. Oui, certains égards dans leurs achats, ils sont difficiles, oui, mais ils achètent ce qu'ils peuvent trouver sur le marché.
Et Oui, or, alors il y a quand même des questions dans le chat en disant pourquoi les pays européens n'achètent pas le Rafale plutôt que le F-35. le F-35, je peux Ils ne peuvent uniquement pas livrer. Et après, c'est-à-dire, si aujourd'hui l'Allemagne, qui a besoin d'un renouvellement des Starfighter, qui était l'avion en question, euh, s'adressait à Dassault, et qui est déjà pris par le Moyen-Orient, l'Égypte, je ne sais pas quoi, les capacités de production n'existent pas. Donc il faut tout construire. Si vous voulez acheter et on a le l'Eurofighter. cinquième modèle ou je ne sais pas quoi, vous pouvez les commander presque dans le linéaire. Donc, en plus, après, il y a la question des pièces détachées, il y a la question de l'électronique, il y a la question de la formation. Aujourd'hui, on le voit en Ukraine. Euh, pour pouvoir, même 5 ou 10 avions de chasse qu'on leur a fait cadeau, euh, il y a des formations de 6 à 12 mois pour que des pilotes soient moyennement à l'aise. Je ne dis pas sache faire un triple looping et tirer sur l'autre, ce qui est encore une autre technique. Mais donc, actuellement, c'est dommage, on peut le regretter, mais on a pendant très longtemps à l'exception un peu de la France, mais même, il y a la question des obus, il y a la question des munitions. Personne n'arrive à suivre en Europe. Donc, on a besoin euh, des États-Unis. Alors, là où, là, je sors un peu du sujet, mais si M. Merz, qui comprend les Américains, son anglais est certainement parfait, euh, arrive à un peu canaliser la unguided missile, là, il a une contribution significative. Et puisque M. Trump et peut-être même M. Musk, qui actuellement ne vend pas beaucoup de Tesla, surtout issus de son usine berlinoise, si ces deux pensent que, bon, les Allemands, c'est quand même les Allemands. Les rapports de l'Allemagne avec les États-Unis sont très différents des rapports de la France avec les États-Unis. Et nous avons toujours vécu en remerciant de Ich bin ein Berliner et tout le reste, euh, avec l'aide, l'amitié, etc., des Américains. Donc, si M. Merz est capable de mettre un peu, faire mettre un peu de Trump au calme et quelques concessions, y compris vis-à-vis de l'Europe, etc., sa contribution est X fois supérieure à faire voter une loi sur la migration allemande. Ouais, Hein, je sur suis ces sujets. Ouais, Mm. alors je suis d'accord que la motion non contraignante au Bundestag, c'était pas forcément un acte de gloire ni pour le Bundestag, ni pour Friedrich Merz pendant la campagne, et qu'il aurait mieux fait de se concentrer sur les vrais sujets. Cela étant, ça me paraît un petit peu optimiste d'espérer que Toujours Friedrich optimiste. Merz... Comment? Je suis toujours optimiste. Ah oui, je vois ça. Non, mais c'est bien d'avoir de l'optimisme, mais puisqu'on parle de pragmatisme, Un nom qui parie sur la France s'appelle mon le, premier livre. le À condition. pragmatisme, c'est aussi tenir compte de la situation politique aux États-Unis. Avec un Trump qui ne considère plus l'Europe, Allemagne ou pas Allemagne, comme un allié qui est dans des positions extrêmement problématiques, je pense que le pragmatisme, c'est aussi d'avoir un plan B au lieu de dire on va acheter américain parce qu'on ne veut pas faire autrement. Ça, je pense qu'il faut vraiment, vraiment intégrer ce danger politique dans nos réflexions, y compris dans la construction d'une Europe de la défense. Alors là, on a parlé de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'on pourrait, de ce qui serait l'idéal. La question, c'est aussi de savoir ce que va pouvoir et ce que va vouloir faire le nouveau gouvernement. Je fais une parenthèse pour dire, c'est une évidence, mais bon, on a des systèmes politiques différents, c'est pas uniquement Merz qui va décider. On est dans une coalition, donc ce que fera l'autre partenaire de la coalition, ce qu'il voudra, le SPD, ça compte également. Et on a Ouais, mais aussi un très faible. principe de respect des postes ministériels. Donc, en fonction de qui aura le ministère de la Défense, peut-être qu'on aura une continuation, que ce sera à nouveau Pistorius. Ce qui, bon, c'est vrai qu'il s'entend très bien avec son homologue français, on verra. En tout cas, voilà, c'est pas seulement ce qu'il y a dans la tête de Merz, c'est aussi les équilibres entre deux parties, c'est aussi ce qui se passe chez OSPD. Cela étant dit, quand on observe le discours politique allemand en ce moment, les négociations de coalition, on voit que ça bouge tous les jours. Alors ça bouge tous les jours aux États-Unis.
avec des surprises vraiment quotidiennes ou pluri-quotidiennes, mais ça bouge aussi en Allemagne. Et les lignes à une vitesse, moi je crois que j'ai jamais vu ça dans ce pays. Sur ces questions justement géopolitiques, politique étrangère, politique de la défense. Là, on parle aujourd'hui de la création d'un fonds spécial pour des investissements très élevés dans les questions de défense et les questions d'infrastructure. Ça, c'est une des 500 questions. milliards. Voilà, 500 milliards sur 10 ans. La question, c'est aussi de savoir ce qu'on fait de cet argent, parce que justement, il ne suffit pas d'investir et d'avoir une somme, un pourcentage de PIB, et ouais, c'est bien, mais il faut aussi savoir à quoi ça sert. Donc là, la question de la compatibilité des industries et de la défense nationale. Donc là, se repose la question de l'achat. Est-ce qu'on achète américain? Est-ce qu'on achète européen? Est-ce qu'on achète ailleurs? Ce qui est en train de bouger aussi, ce qui est intéressant, c'est la question de la dissuasion. On en a un petit peu parlé. On a un débat en France, mais on a aussi un débat en Allemagne. Il y a quelques années, ça aurait été absolument impossible de parler du partage ou de l'élargissement du parapluie nucléaire à l'Allemagne. Ça, c'est vraiment très intéressant à suivre, cette discussion-là. Elle a eu lieu dans des cercles d'experts, elle a eu lieu dans des cercles gouvernementaux, mais là, en public, c'est repris dans les médias. Et puis, la question de l'envoi de troupes. Pour l'instant, c'est complètement exclu, y compris par Pistorius, ministre de la Défense. C'est exclu par à peu près tout le monde. Je regardais un sondage là, qui est tombé il y a une semaine, 10 jours. Et alors, il faut se méfier des sondages, tout dépend de la question, comment la question a été posée, etc. On le sait. Mais avec toute la prudence nécessaire, on avait quand même près de 45% des personnes interrogées en Allemagne qui disaient bah, pourquoi pas envoyer des troupes allemandes si c'est pour sécuriser la paix une fois voilà, dans le courant du processus. Et ça, c'est assez intéressant parce que, évidemment, la manière dont l'opinion publique réagit à ces questions, ça va être aussi déterminante pour la décision. Et dans ce sondage, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est qu'on a une vraie différence entre l'Est et l'Ouest et que les personnes interrogées à l'Est étaient 65% à dire non, en aucun cas, envoyer des troupes. Et ça, on sent bien que, évidemment, les expériences historiques, les réflexes politiques, etc., jouent là pour le coup vraiment un rôle. Et c'est aussi un discours dont s'est alimenté le parti de Sarah Wagenknecht, donc l'Alliance Sarah Wagenknecht, le BSW, avec un discours, le parti de la paix. Le parti de la paix, elle a joué sur cette peur-là, justement. Elle n'est pas entrée au Bundestag avec son parti, mais dans certaines parties de l'Allemagne, euh, elle a eu des résultats pour un parti très récent, elle a eu des résultats quand même qui ne sont pas aussi mauvais que ça. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a différents sujets, qu'il s'agisse de l'envoi de troupes, de la dissuasion nucléaire, de l'achat militaire, des montants, où on a un discours très fluctuant et qui évolue très très vite. Donc j'encourage Maxime, par exemple, à continuer un débat. Ça vaudrait vraiment la peine de renouveler ce genre de discussion sur ce sujet spécifique d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois. En tout cas, oui, sur le débat de l'Europe de la défense, on a bien l'intention de continuer à travailler dessus. Puis c'est un sujet qui a à la fois une dimension politique et stratégique et aussi une dimension économique et business, hein, par rapport à la coopération. Il y avait plusieurs remarques dans le chat disant qui étaient quand même aussi un peu des reproches à nos partenaires, à l'Allemagne, de ne pas avoir assez joué ces achats d'armes, ces achats de Rafale, par exemple. La France, elle a vendu beaucoup de Rafale à l'Inde, etc. Mais c'est dommage que nos partenaires européens préfèrent Et c'est vrai que tout ce qui se passe donne quand même raison quelque part à ce qu'ont été les positions françaises depuis toujours, à vouloir une Europe plus autonome, capable de renforcer sa souveraineté, de faire émerger soit un pilier européen dans l'Alliance ou une Europe de la défense. Et là, on est au pied du mur, évidemment, avec ce qui se passe en Ukraine. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer demain. Mais c'est vrai que l'Allemagne était un peu en retrait dans la discussion, semble-t-il, qui a eu lieu à Londres en dimanche dernier, hein. Mais, mais de l'autre côté, lorsque je parle avec des Berlinois,
je dirais, politiques, hein. Ils sont un petit peu malheureux du fait que Français et Britanniques traitent ce sujet seuls, sans les Allemands. Parce que, il y a la coordination entre l'actuel gouvernement et le futur, ça existe déjà, mais à Berlin, j'entends un petit peu ce sentiment, ah mais les Français, ils ne nous traitent pas dans les affaires militaires comme un partenaire égal. Et ça, Mm. attention, ça joue. Je sais qu'il y a le même sentiment à Paris, hein, On va- vis-à-vis des on Allemands. peut envoyer M. Schröder en consultant. Oui, à peu près, hein. Et je vous cite simplement les deux projets franco-allemands qui sont C'est donc là. en vie grâce aux deux ministres de la Défense. C'est le char du futur, qui est un produit, qui sera un produit franco-allemand, et, et le futur avion de combat, le SCAF, hein, où des spécialistes me disent ouvertement, ils craignent fort que la France va de nouveau, comme déjà deux fois dans l'histoire, quitter un consortium avec les Allemands pour le faire seul. N'oubliez pas que Rafale, la France avait l'invitation de rejoindre un groupement germano-anglais qui a finalement construit l'Eurofighter, hein, que le gouvernement français de l'époque, M. Balladur, a refusé de joindre ce consortium comme partenaire égal avec British Aerospace et avec Airbus, hein. Et regarder le char, pour moi, est une excellente chose, mais je dis franchement, 1993, ça fait quand même 31 ans, nous étions deux pas plus loin à cet égard. Deux pas plus loin. On était en train d'introduire le César, l'artillerie dans l'armée allemande, et on était à l'époque en train d'introduire le Léopard comme tank de référence, même dans l'armée française. Mais ça, il faudra vraiment faire un effort de tout, je l'ai dit de tous, hein, pour arriver à moins de types de véhicules blindés, moins de types d'avions, moins de types de frégates, de sous-marins, pour arriver à une Europe de la défense, à une industrie qui vraiment puisse aussi combattre les Américains ou d'autres. N'oubliez pas. Et d'ailleurs, les F-35, c'est un domaine où je dois protéger les Allemands. Pour le nucléaire, les Allemands avaient besoin d'un avion homologué par les Américains. Or, dans le passé, ce sont nos voisins britanniques qui l'avaient fait pour le Tornado, qui est un produit britannico-allemand. Et les Britanniques l'ont refusé pour l'Eurofighter, parce qu'ils avaient un produit, une idée à eux, hein. Si ça est une réalité future, j'ai des doutes. Et il fallait du coup acheter pour le pur nucléaire américain. Et évidemment, chaque chef de l'armée de l'air rêve d'avoir la Mercedes et pas la Volkswagen, hein. Et du coup, les Allemands ont acheté finalement les F-35 des Américains. D'ailleurs, avec un grand défi en Europe, nous aurons dans la défense de l'air de l'Europe deux ou trois types d'avions, alors il faut établir la compatibilité opérationnelle entre eux. Ce qui n'est pas une mince affaire, vu l'attitude des Américains et vu l'attitude des Français aussi. Bon, je crois que c'est des sujets enfin, dont vos remarques ont montré qu'ils étaient effectivement très compliqués, avec beaucoup de différences, de divergences, de difficultés. Donc c'est un chantier majeur, on en sent l'urgence et en même temps on sait aussi qu'il y a beaucoup de difficultés, donc on essaiera évidemment d'y revenir. On approche lentement de la fin de notre webinaire. Alors parmi les questions qu'on n'a pas traitées, on a traité déjà beaucoup de sujets, hein. Euh, J'en vois une peut-être sur la Chine. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la position allemande sur la Chine? Peut-être aussi par rapport à ce qui se passe aussi sur l'administration Trump.
sa politique commerciale, son protectionnisme. Comment vous voyez le gouvernement allemand se positionner? Axel disait la seule bonne réponse, c'est de jouer européen. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel sens l'Allemagne va-t-elle exercer son influence sur l'Europe vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de la Chine? Hein. Je Je pense que commence par l'Allemagne va jouer un acte de balance très délicat, mais euh, qui est plutôt China-friendly, parce qu'ils ont vite compris que l'Ukraine, M. Trump n'en a rien à faire. Tout ce qui l'intéresse, c'est que la Russie ne se joint pas à la Chine. Et donc, le fait d'être un peu China-friendly est aussi une monnaie d'échange vis-à-vis des États-Unis. Dans ce multilatéralisme, c'est assez compliqué à jouer. Mais je pense, rien que compte tenu, c'est peut-être plus le cas, mais j'ai eu le plaisir d'aller souvent en Chine et tout le monde disait, mais en telle année, la Chine aura dépassé tout le monde, elle sera la première puissance. Déjà, au point de vue de la population, c'est un peu freiné, c'est plutôt l'Inde, etc., etc. Mais on ne peut pas ignorer la Chine. Et tant que la Chine est dirigée comme elle est, c'est-à-dire on laisse les capitalistes faire un peu, mais c'est derrière quand même le parti qui tient tout, euh, il va falloir inviter, aller visiter, même si ça ne plaît pas à tout le monde, parce que M. Scholz, il n'y a pas très longtemps, est allé en Chine et j'ai eu beaucoup de voix qui ont dit oh là là, oh là là, oh là là, il ne faut pas y aller. L'Allemagne continuera, je pense, dans son propre intérêt, à jouer les deux et rester assez China-friendly. où Joachim? même l'industrie allemande, Axel, est encore plus China-friendly que le gouvernement. Oui. Mais ils ont Pour besoin. raison, parce que le marché Marché, asiatique est tel et leur expérience est telle, du coup, ils sont, je dirais, un peu plus progressistes que le gouvernement. oui, oui, je ne m'étonne pas. En fait, là, on le voit, il y a le gouvernement fédéral qui a publié il n'y a pas très très longtemps une stratégie Chine. Alors, pendant très longtemps, l'Allemagne n'a pas publié de stratégie. C'était quelque chose qui était plutôt réservé aux Français. Là, ces dernières années, ça se développe. On a, je ne sais pas si c'est le signe d'une pensée géopolitique qui émerge, mais en tout cas, on a eu de la part notamment du ministère des Affaires étrangères ou de la chancellerie, on a des stratégies qui arrivent. Dans la C'était un stratégie, dossier bloqué pendant des mois par les affaires étrangères, hein, ouais, ouais, contre tout à fait, tout à aussi, hein. fait. Et la stratégie Chine a Faire gaffe, un il y a des, Taïwan une des qui a revendications. bloqué Je à termine, Taïwan. je termine. Pardon, excuse-moi. Messieurs, quand même, tenez-vous. Euh, une des, un des éléments de la stratégie Chine, c'est ce qu'on appelle le de-risking. Donc voilà, diversifier, ne pas tout miser sur la Chine. Et ça, c'est quelque chose qui est venu de la politique. En réalité, les entreprises allemandes continuent à investir massivement en Chine. Et les intérêts, et en fait, c'est ça la question. Les intérêts et les interdépendances sont tellement élevés, ou plutôt les dépendances, là en l'occurrence, que la stratégie peut être précisée, formulée par le gouvernement. Les entreprises font ce qui est dans leur propre intérêt, et là, cet intérêt, il est très clairement de rester très largement chez. Voilà, maintenant, Axel. Non, non, j'étais euh, juste dire, la Chine aussi, elle a ses propres petits sujets. Et si pour une raison ou une autre, il devenait vraiment très agressif vis-à-vis de Taïwan, là, ça remet de nouveau la balle au centre, hein. Donc, il faut voir, hein. Mais tant qu'ils se calment un peu, et même en mer chinoise, ils font pas trop de bruit, etc., etc., je crois que notre constat est, encore plus pour l'industrie allemande, qui, jusqu'à récemment, ne voulait surtout pas une intervention politique dans sa politique d'actionnaire, parce que c'est pas comme en France, hein. Euh, le chancelier peut toujours dire ce qu'il veut. Si le chef du conseil d'administration de Siemens, de Airbus ou de machin décide autre chose, il fait comme il veut, hein. Mhm. Mon cher Maxime,
Oui, bah écoutez, on approche de la fin, donc je pense que je vais pas relancer. On a eu beaucoup de questions dans le chat, hein, c'était très intéressant et ça montre que ce débat a intéressé beaucoup de nos auditeurs. Donc, un grand merci à tous les trois, hein, d'avoir, au-delà même, hein, de l'élection et du commentaire sur l'élection, d'avoir donné un petit peu votre analyse et sur bah, la future politique allemande, qui évidemment doit encore se préciser d'ici à la formation de la coalition, l'avenir de la politique européenne, l'avenir aussi de la géopolitique. On a parlé de la Chine, bah, justement, ce sera le thème de notre prochain webinaire. Le de-risking, comment faire le decoupling, non, le de-risking sans le decoupling, puisque c'est la stratégie qui avait été lancée par Madame von der Leyen en 2023. Et on aura Denis Redonné, le directeur adjoint de la DG Trade, avec Mathieu Duchâtel. Je le dis aux participants du webinaire d'aujourd'hui que ça pourrait intéresser. Ce sera dans 15 jours, le 19 mars à 18 heures. Même heure. Donc je vous remercie vraiment tous les trois. C'était absolument passionnant et notre discussion a montré qu'il y a plein d'autres sujets à creuser, en particulier sur l'Europe de la défense, mais pas seulement. Et puis je voulais dire un grand merci aussi à Aurélie Lelièvre qui est à côté de moi. Alors je peut-être voilà qui nous a beaucoup aidé. Bonsoir. Aurélie nous a beaucoup aidé dans l'Institut géopolitique à monter, à organiser ces webinaires. Et elle nous aide à monter tous les événements, la communication de l'Institut géopolitique. Donc, on lui doit beaucoup aussi pour cette soirée. Voilà. Bah, merci à tous les trois. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à nos auditeurs. Et puis, donc, merci Vanessa aussi. Tu veux dire quelques mots, Vanessa, de clôture? Je voulais remercier tout le monde. Effectivement, c'était passionnant et merci beaucoup pour le webinaire et pour vos interventions. Voilà, et on va essayer de. C'était vraiment le première expérience, hein, donc on a Tu un peu vas faire essuyé une les petite plâtres, mais évaluation. finalement Est-ce que tout s'est tu très vas bien faire, passé sur un plan technique. est-ce que tu vas faire une petite évaluation sur le format, etc. Parce que puisqu'on est un peu les premiers, le cobaye, euh, s'il faut être 4 autour de la table ou 5, s'il faut être plutôt 9, s'il faut, etc. Donc on peut demander un peu à nos chers auditeurs. Bien euh, sûr. ok, très bien. Ça m'intéresse de Absolument. Hein, savoir. les évaluations et les retours sur ce premier webinaire sont bienvenus. Je pense que nous allons aussi le mettre en ligne sur notre site internet de l'Institut géopolitique, dont voilà, dont il y a actuellement une version anglaise. Il n'y a pas encore de version française. On fera aussi bien sûr des événements en anglais. On aura pu faire cet événement en anglais. Voilà, on utilisera bien sûr les deux langues dans l'avenir. Donc mon fils, ex-ESCP, aujourd'hui il est chez Google, peut aller voir. Il pourra aller voir et donner son évaluation. Bravo. Merci. Voilà. Bon, merci beaucoup et une bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci Au à tous. revoir. Au revoir. Bye bye.